En huile essentielle, on les connaît bien, on sait vraiment les effets secondaires qu'elles peuvent avoir, donc il faut les utiliser en ayant cette connaissance-là. Il y a beaucoup de plantes très toxiques. Alors c'est pas parce que c'est naturel que c'est dénué d'effets secondaires et de toxicité. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. On va parler de santé naturelle ce matin avec mon invité, le docteur Pascal Gély-Simbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes venu du Sud, vous êtes docteur en pharmacie, en phytothérapie et aromathérapie. Vous êtes spécialisé. Vous enseignez à l'école lyonnaise des plantes médicinales et au diplôme universitaire de phytothérapie, aromathérapie de la faculté de médecine de Nice. Les plantes, c'est votre passion depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Voilà. Mais vous avez commencé à être pharmacienne. Mais avant, les pharmaciens, c'était les herboristes, peut-être d'une certaine façon. Oui, on peut dire ça parce que c'était ce qu'ils avaient sous la main. Voilà, ouais. Tout à fait. C'était les produits qu'ils avaient sous la main. Après, et en plus, il y a quelques années, je crois que maintenant ça a changé. Moi, quand j'ai fait mes études de pharma, on apprenait les plantes. C'était la pharmacognosie et c'était partie intégrante du programme des pharmaciens. Maintenant, je crois que ça a changé. On les apprend plus. On les apprend plus. Donc, c'est un savoir qui pourrait tendre à se perdre et c'est pour ça qu'il faut continuer à enseigner. Vous publiez mon grand manuel des huiles essentielles, l'aromathérapie pratique pour soigner 122 maux chez Jouvence. Vous avez sélectionné une soixantaine d'huiles essentielles à peu près, 61 précisément. Oui, c'est à peu près les plus classiques, celles qu'on emploie le plus facilement, le plus régulièrement. Ouais. Même s'il y en a d'autres, hein. C'est pas l'intégralité des huiles essentielles. Non, même s'il y en a d'autres. Depuis quelques années, alors quelques décennies, on assiste à un véritable engouement pour les huiles essentielles. Alors en Occident, puisqu'il y a des pays où ça a toujours été le cas, hein, c'est un marché qui connaît une augmentation annuelle à 2 chiffres. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous dit, ça ? 2 chiffres, c'est au moins 10%. Hein. Oui, on estime à peu près à 30% l'augmentation du marché des huiles essentielles dans le monde. Alors, il y a un avantage, c'est que c'est bien que les personnes aillent vers ces produits naturels, ces extraits, parce qu'ils sont extraordinaires pour la santé, parce que beaucoup d'entre eux n'ont quand même pas d'effets secondaires. Par contre, il ne faut pas que ça soit pris à la légère et que ça soit fait n'importe comment. Il faut quand même bien les connaître avant de les prendre. Et le revers de la médaille, parce qu'il y a toujours un revers, c'est que pour obtenir une huile essentielle, il faut énormément de végétaux, des tonnes et des tonnes, et qu'il y a à cause de cet engouement, à cause on pourrait dire cet effet de mode quand même, disparition des espèces végétales. C'est une mode de quoi, d'après vous ? Je pense sur la médecine naturelle en général. Les gens, parce que déjà, il y a eu quand même beaucoup de scandales pharmaceutiques au cours des 10 dernières années, donc on essaie de trouver d'autres solutions et les gens se retournent vers cette médecine naturelle. Il y a aussi cet engouement par rapport au bio, à cette préservation de la santé. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais après, il faut savoir comment c'est fait. Et puis, on ne peut pas utiliser les plantes et les huiles essentielles sans avoir un respect pour ceux qui nous les donnent, c'est-à-dire les végétaux. Voilà. Et donc, ça commence par là, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ça commence en préservant la nature, en l'aimant, en la respectant. Et après, en disant, bah oui, elle nous offre ça, donc je vais l'utiliser, mais avec modération, avec parcimonie. C'est une science, il faut expliquer aux gens que il faut quand même éviter l'automédication. Certaines de ces substances ne sont pas dénuées d'effets secondaires et de contre-indications. Certaines huiles essentielles, écrivez-vous dans votre livre, sont dermocaustiques. Qu'est-ce que ça signifie que dermocaustique ? Elles brûlent la peau. On a la cannelle, on a toutes les huiles essentielles à phénol qui brûlent la peau. Mais ça, c'est pas gravissime. C'est quand on les dilue, on enlève cet effet secondaire. Après, il y en a d'autres qui sont plus embêtants. Par exemple, celles qui sont neurotoxiques, comme celles qui contiennent des cétones. Elles sont neurotoxiques, c'est-à-dire qu'elles vont abîmer les neurones. Donc ça, on est sur quelque chose quand même de bien plus embêtant. Et après aussi, alors c'est une propriété qu'on va utiliser, c'est par exemple les huiles essentielles qu'on dit œstrogènes-like, qui vont entraîner
une réaction physiologique comparable à celle des œstrogènes, mais qu'ils sont contre-indiqués en cas de cancer hormonodépendant. Donc ça, il y en a beaucoup d'huiles essentielles qui sont œstrogènes-like. Donc il faut faire très attention, c'est pour ça qu'il faut bien les connaître pour pas se tromper. Et il faut aller voir des spécialistes quand on commence à s'initier aux huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles comme celle de sauge officinale ou de cèdre de l'Atlas qui ne sont pas en vente libre. Non, c'est pour ça. C'est parce qu'elles contiennent ces fameuses cétones. Et par exemple, la sauge officinale, alors, toutes les cétones n'ont pas la même toxicité. Ça, c'est important à dire, parce qu'on va retrouver, par exemple, le romarin verbenone, c'est une cétone, la verbenone. Le camphre est une cétone. On va l'utiliser parce que c'est une molécule qui est très intéressante. Mais par exemple, la sauge officinale, elle contient de la thuyone, qui est une cétone très neurotoxique. Et d'ailleurs, j'appelle à se remémorer un petit peu Zola dans l'Assommoir. Il parle beaucoup de la consommation d'absinthe. Et l'absinthe contient de la thuyone. Alors, entre l'alcool et cette thuyone, ça a fait les dégâts qu'on connaît. Ça a été longtemps interdit d'ailleurs, l'absinthe. Ça a été longtemps. Alors je ne sais pas si je crois que c'est plus interdit maintenant. Oui, je sais pas. Je sais. Oui. Mais en tout cas, ça a été longtemps. Tout à fait. À cause de ça. D'accord. Naturel, ça ne signifie en aucun cas anodin ou inoffensif, parce que ce sont des produits qui sont très actifs. Et ça, on l'oublie parce que souvent on dit tiens, ce sont des produits naturels, je peux y aller. Non. Alors en huile essentielle, maintenant, on les connaît bien, on sait vraiment les effets secondaires qu'elles peuvent avoir, donc il faut les utiliser en ayant cette connaissance-là, on ne peut pas passer outre. Et là, quand on dit naturel, je vais citer comme plante, il y a beaucoup de plantes très toxiques, comme par exemple la digitale pourpre, qui est mortelle. Voilà, alors c'est pas parce que c'est naturel que c'est dénué, dénué d'effets secondaires et de toxicité. Par exemple, il y a une autre huile essentielle dont vous parlez dans votre livre, l'huile essentielle dinulodorante, qui doit elle aussi être accompagnée d'un suivi médical. Oui. On peut. Alors, c'est des produits. Il faut réaliser que, comme c'est des tonnes et des tonnes de plantes qu'on récupère en fait dans un petit flacon, il faut réaliser que ce sont des extraits très concentrés, très puissants. Voilà. Donc, et ça, alors, ce qu'il y a le bon côté de la chose, c'est qu'on va en utiliser très peu pour avoir une activité. Et ça, donc, ça va être intéressant pour la nature et pour aussi son porte-monnaie, parce qu'une huile essentielle, quand même, est pas donné. Un petit flacon, c'est quand même 8 à 9 euros. Donc, quand on veut se constituer une petite trousse de secours avec quelques huiles essentielles, ça peut vite être cher. Alors, il y en a à tous les prix, d'ailleurs. Oui, c'est difficile de dire combien ça coûte, parce que d'une officine à l'autre, ça ne coûte pas le même prix. C'est vrai. En général, celles qui sont les plus chères, c'est celles qui synthétisent peu d'essence. Les licrises italiennes. Les licrises italiennes, elles synthétisent peu d'essence, donc elle va être très chère. Celles qui synthétisent très peu d'essence, d'ailleurs qu'on ne voit pas, et pourtant c'est une plante aromatique, c'est la mélisse. C'est une très très belle plante aromatique, mais on n'a pas son huile essentielle parce qu'elle en synthétise trop peu, en fait. Vous préconisez un mix, on va dire, de méthodes. Vous utilisez les huiles essentielles, mais pas que. Oui, moi je suis vraiment dans cette approche-là et en fait, on l'a démontré récemment parce qu'on a fait une étude clinique sur les cystites récidivantes à l'hôpital de Nice, au CHU. Et en fait, on est avec des plantes. Avec des plantes, on va aller sur ce fameux terrain, en rééquilibrant ce terrain. On sait que l'organisme, c'est un équilibre dynamique qu'il faut sans arrêt rééquilibrer. Quand il y a une pathologie, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et donc, avec les plantes, on va aller sur ce fameux terrain en le rééquilibrant sur du long terme. On peut se le permettre. Tandis qu'avec les huiles essentielles, on va être vraiment sur du court terme. Elles sont trop puissantes. Donc, on va soulager rapidement avec les huiles essentielles sur du court terme. Et avec les plantes, on va rééquilibrer ce terrain. C'est vraiment cette vision-là. Et donc, on l'a testé, comme je vous l'ai dit, au CHU de Nice avec des résultats extraordinaires. Étude que vous avez menée de mai 2021 à juin 2024. Alors déjà, ça se passait dans un cadre hospitalier. Ah oui, et alors c'est quand même nouveau. Alors, oui. Voilà, c'est une grande victoire, parce que j'ai quand même mis 3 ans même
à faire accepter ce mélange de plantes pour tisane à la fois par les autorités de santé et par l'hôpital, parce qu'on était vraiment dans le service d'études cliniques. On a fait cette étude avec les plantes et les huiles essentielles, vraiment avec tout ce qu'on demande pour une étude clinique sur le médicament. Donc là, il n'y aura pas de biais, et donc les résultats sortent vraiment. On les a eus, en fait, ils sont sortis en janvier. Et ils sont excellents. En plus, il faut réaliser qu'on n'est que sur du préventif. C'est-à-dire que les femmes, elles ont pris uniquement notre mélange de plantes pour tisaner de la canneberge et n'ont pas touché les huiles essentielles qui étaient curatives. D'accord, mais 3 ans, c'est suffisant comme recul ? En fait, c'était l'étude durait qu'1 an. C'est en fait 3 ans parce que c'est pour avoir toutes les patientes. Parce qu'on devait les recruter. En plus, on est tombé au moment du Covid, alors ça rallongeait l'étude. Mais en fait, non, l'étude en elle-même durait 1 an. Quel est le regard, on va dire, du monde médical sur les huiles essentielles ? Alors, on a de la chance, elle rentre à l'hôpital et cette année, je donne des cours d'aromathérapie au CHU de Nice pour les faire rentrer à l'hôpital. Alors, c'est vrai qu'elle rentre pour l'instant uniquement en olfactothérapie, c'est-à-dire que, pour apaiser, des fois pour tonifier, mais on est sur plutôt le psycho-émotionnel. Alors je travaille moi beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme huile essentielle ? On va utiliser la lavande, on va utiliser toutes les essences de citrus, on va utiliser le petit grain bigarade, on va utiliser la marjolaine. C'est utilisé en soins palliatifs parfois. Oui, beaucoup. Et nous, on a d'ailleurs un service de soins palliatifs à Nice, dont le chef de service a fait le DU de phytothérapie, d'aromathérapie, et qui utilise tout le temps les huiles essentielles dans son service. Elle a même mis en place un petit jardin pour que les personnes en soins palliatifs puissent aller dans ce jardin et retrouver ce lien avec la nature. Donc à Nice, oui, vraiment le service de soins palliatifs est très végétal. Quelles sont les huiles qu'on utilise ? Alors, on va utiliser beaucoup la pruche. Alors, je ne vous parlerai pas, ça a été longtemps utilisé, le nard de l'Himalaya. Je ne vous parlerai pas de ce fameux nard. Oui, mais qui peut être transversal de toutes les religions. Voilà, tout à fait. Mais pourquoi alors ? Parce qu'il est en voie de disparition, le nard de l'Himalaya. Donc, d'accord. Dans la mesure du possible, il faut le remplacer. Il y avait l'encens, voilà. Mais tout ça, alors c'est marrant parce que toutes ces huiles essentielles qui ont quand même une image très spirituelle, l'encens, la myrrhe et le nard, sont en voie de disparition. Voilà, donc il faut essayer de les remplacer et je pense qu'on peut, par exemple, ces gommes résines qui sont l'encens et la myrrhe, on va pouvoir les remplacer par le ciste ladanifère. Voilà, donc j'invite les personnes à ne plus utiliser l'encens en huile essentielle et la myrrhe et d'aller prendre du ciste ladanifère. Alors sans bien sûr... Il ne faut pas déplacer une pénurie par une autre, en fait. Tout à fait. Mais alors, le ciste, ça pousse très, très bien en France. Moi, dans la région de Nice, on en a qui poussent, état sauvage. Donc, ce serait bien d'imaginer des cultures de ciste pour, justement, faire de l'huile essentielle. On parle de médecine naturelle avec mon invité ce matin, le docteur Pascal Gély-Simbert, docteur en pharmacie qui est spécialisé en phytothérapie et aromathérapie. Vous publiez mon grand manuel des huiles essentielles, aromathérapie pratique pour soigner 122 maux chez Jouvence. Vous recensez 61 huiles essentielles, donc vous dressez la carte, mais c'est pas l'intégralité des huiles essentielles. Donc il y a les plus connues et d'autres qu'on connaît moins. Par exemple, l'huile essentielle de Gualtéry couché qui est considérée comme l'aspirine. L'aspirine de l'aromathérapie. Oui, alors ça, c'est une huile essentielle particulière parce qu'elle contient de 95 à 99% d'une seule molécule, qui est le salicylate de méthyle, qui est un dérivé salicylé et qui est en fait le précurseur de l'aspirine. Donc c'est vraiment l'aspirine et elle serait même plus forte que l'aspirine. Voilà. Donc surtout là, à ne pas prendre par voie orale. Quand je dis aspirine, on ne peut pas prendre l'huile essentielle de Gualtéry couché par voie orale, mais on va l'appliquer sur la peau et elle va avoir un effet anti-inflammatoire, antalgique très intéressant. L'huile essentielle d'Hélicryse italienne, qui est le soleil de l'aromathérapie. Son nom le dit tout, Hélicryse.
Et c'est vrai qu'on dit un aroma. Alors moi j'aime bien ces petites phrases parce qu'il y a tellement de choses à retenir, que ça soit en plante, peut-être encore plus en plante. Ou c'est pointu quand même. La phyto, c'est très subtil. En plus, il y a ouais. une subtilité dans la phytothérapie qu'il n'y a peut-être pas dans l'aromathérapie. Et on dit que l'hélicryse italienne, elle va soigner les chocs psycho-émotionnels et physiques. Et c'est tout à fait ça. C'est le petit soleil, voilà, quand on est un petit peu en berne. Et après, ça va être pour tous les chocs. Quand on a un bleu, on sait qu'on va mettre tout de suite, un enfant qui tombe, on va mettre de l'huile essentielle d'hélicryse italienne pour éviter une inflammation. Et après, le bleu, ce fameux, l'échymose en fait. Là, vous parlez des enfants, mais est-ce que toutes les huiles essentielles sont adaptées aux enfants ? Non. Toutes les huiles essentielles ne sont pas adaptées aux enfants. Par contre, on peut en utiliser chez les enfants. Mais alors, moi je dis, que ce soit en plante et en huile essentielle, on a toujours une solution. Et alors, donc, on va avoir une concentration plus faible à ce moment-là, et on va prendre une voie différente. On va jamais prendre la voie orale pour les enfants. Mais souvent, pour les jeunes enfants, on va prendre la plante du pied. Voilà, donc il y a toujours une solution. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer directement sur la plante du pied. Pas directement, vraiment très dilué. Mais c'est censé être une zone justement très avec beaucoup de terminaisons, non ? Non, alors, c'est surtout qu'après, ça va aller dans la circulation. En fait, les huiles essentielles, elles traversent la peau. Et elles atteignent la circulation générale très, très facilement. Donc vous parlez de circulation sanguine. Oui, circulation sanguine. Donc, quand on met une huile essentielle sur la peau, on sait qu'elle va aller dans tout le corps. Voilà. L'huile essentielle de lavande aspic, le SAMU de l'aromathérapie. Oui, alors moi, je l'aime bien, cette lavande aspic. Alors, elle n'est pas toujours facile à utiliser parce qu'elle contient une fameuse cétone qui est le camphre. Mais ce camphre, il a tellement de propriétés intéressantes que moi, c'est une huile essentielle que je dis qu'il faut garder sous la main. Elle est cicatrisante, elle est anti-venimeuse, c'est-à-dire qu'elle va apaiser, antitoxique, tout ce qui pique. Anti-venimeuse, si aspic, déjà le nom... Voilà, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Elle va soigner tout ce qui pique. Moi, je dis donc aspic, tout ce qui pique. Et donc les piqûres de moustiques, les piqûres de guêpes, les piqûres de méduses. Voilà, chez nous, près de Nice, il y a souvent des méduses depuis quelques années. Et on va utiliser la lavande aspic avec beaucoup d'efficacité. Vous racontez dans votre livre que René-Maurice Gattefossé, qui est un des pères de l'aromathérapie et notamment de l'aromathérapie scientifique, s'était brûlé. Et lui, donc, il a... Alors, je ne sais pas si c'était de la lavande aspic. Non, c'est de la lavande officinale. Ouais. Et en fait, il a mis tout de suite de la lavande officinale sur sa plaie. Et il a guéri en un temps record. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser à la lavande dans le sud de la France et aux huiles essentielles de lavande. Notamment de lavande officinale. Là, on n'est pas sur la lavande. C'est pas de l'aspic. Alors, c'est vrai que... Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. La lavande aspic et la lavande officinale, c'est pas du tout les mêmes propriétés. Non, parce que ce sont deux espèces différentes. En fait, en plante, on a de nombreuses espèces. Par exemple, les sauges, il y a 300 espèces de sauges. Donc, c'est pour ça que ce qui est difficile, notamment en phytothérapie, c'est qu'il faut connaître la plante, vraiment la plante. En huile essentielle, c'est un peu plus facile parce qu'on a ce petit flacon. Bon, on dit lavande. Il y a deux lavandes qu'on va utiliser, la lavande officinale ou lavande fine et la lavande aspic. Mais en phyto, on a des fois beaucoup d'espèces, il faut savoir lesquelles prendre. Alors, l'huile essentielle de menthe poivrée, dont vous dites qu'elle n'est pas toujours facile à utiliser. Non. Et pourtant, c'est une huile qu'on pourrait avoir tendance à se coller facilement sous le nez. Oui. Alors, c'est l'huile essentielle du coup de pompe. La menthe poivrée, elle est très intéressante aussi pour toutes les inflammations digestives. Pour aussi tout ce qui est digestif, de toute manière. Pour les maux de tête, on va l'appliquer aussi sur les tempes, pour les sinusites. Mais, comme je le dis, elle contient une cétone, la menthone. Donc, je vois systématiquement, moi, la menthe poivrée, les gens qui en prennent comme ça, non, la menthe poivrée, on va l'utiliser avec parcimonie, parce qu'il y a quand même cette cétone. Même si c'est une très belle huile essentielle, mais bon, dès qu'on la sent, on sent cette puissance. Et d'ailleurs, quand on essaie de la mettre sur les tempes, les vapeurs, il faut fermer les yeux, parce que sinon, on a les yeux qui pleurent. Donc, elle est très, très intéressante, mais là aussi, il faut bien la connaître et faire attention. Alors, l'huile essentielle de Ravinsara, je vous expliquais que cet hiver, au pic de la grippe,
il n'y en avait plus dans les pharmacies. Ça m'étonne pas. Moi, j'ai fait plus d'une dizaine de pharmacies pour en trouver. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, déjà, elle est rentrée chez les consommateurs. L'huile essentielle de Ravinsara, c'est la star des huiles essentielles. Pour son côté antiviral. Voilà, c'est la star des maladies antivirales. Parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque du Covid. Voilà. Donc, c'est un virus. Et donc, alors moi, j'aime les duos. Très souvent, que ce soit en plantes et en huile essentielle, il y a des très beaux duos. Et on va les retrouver. Là, moi, j'aime bien ce duo antiviral qui est Tea Tree et Ravinsara. Oh, mais ça pue, Tea Tree. Non. Ah non, je crois que vous confondez avec le niaouli. Non, le niaouli. Non, moi, je trouve que Tea Tree, c'est moins, comment dire. Oui, mais alors ça dépend. Mais ça, alors c'est marrant parce que ça, en olfactothérapie, normalement, on travaille là-dessus. C'est-à-dire que quand vraiment une huile essentielle a une odeur qui nous déplaît, on va travailler là-dessus. Pourquoi alors voilà. Donc j'ai mal interprété ce que je voulais dire, c'est que effectivement l'odeur de Tea Tree ne me convient pas. Elle me déplaît. Elle m'irrite. Alors que Ravinsara, non. Ben, voilà, mais vous associez les deux. Oui, moi j'associe les deux parce que chacune va amener des molécules différentes, donc on va avoir un panel de molécules vraiment intéressant pour toutes les maladies virales, voilà, que ce soit la grippe, le Covid et autres. Les deux sont antivirales, donc elles ont des propriétés. Oui. Alors c'est vrai qu'en aroma, très souvent, quand elles sont antibactériennes, elles sont aussi antivirales. Mais là, vraiment, les deux qui ont cette propriété antivirale, c'est Ravinsara et Tea Tree. D'ailleurs, Ravinsara, ça signifie en malgache. Oui, la feuille bonne à tout. Donc c'est dire. Oui. Ça veut dire que beaucoup de propriétés. Voilà. Et c'est ça aussi. Moi, ça me passionne, cet usage traditionnel, ces traditions qui en fait reviennent de nos jours. Maintenant, on les étudie scientifiquement, mais en fait, c'était du traditionnel. Et les autorités de santé européennes, il faut quand même le dire, s'appuient sur la tradition. Donc, il faut pas. On dit c'est traditionnel, c'est vieux, c'est un remède de grand-mère. Non. Maintenant, on démontre que la tradition est valable. Oui, mais ça a été relégué à ce statut de remède de grand-mère avec l'arrivée de l'industrie pharmaceutique. Tout à fait. Oui. Et oui. Parce que à ce moment-là, c'était à l'époque de Pétain, on a abrogé 1941, il abroge le diplôme d'herboriste. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, les plantes devenaient désuètes. Et on allait sur l'industrie chimique, sur la molécule chimique. Et il y a eu après, de nouveau, on a donné un coup de marteau à ces pauvres plantes quand on a commencé à dérembourser les médicaments à base de plantes. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on déremboursait, ça voulait dire qu'elles étaient inefficaces. Voilà. Donc ça aussi, ça a donné un gros coup de pied à la plante. En tant que produit de santé. Il faut dire quand même qu'il y a des plantes qui ont des AMM, qui sont des médicaments. Voilà, alors AMM pour tout le monde. Autorisation de mise sur le marché. Donc des plantes sont des médicaments. Donc et ça aussi, il faut l'avoir en tête. Mais est-ce que c'est le cas des huiles essentielles ? Non, elles n'ont pas d'AMM. Non, pas pour l'instant. Certainement, dans un proche avenir, je pense qu'il y aura une réglementation sur les huiles essentielles. Pour l'instant, elle n'existe pas. Quelles sont les plantes qui ont des AMM ? Alors, si on prend le millepertuis, par exemple, qui est une plante dont on a beaucoup parlé, une plante sulfureuse, le millepertuis, est-ce qu'elle a une AMM ou pas ? Je pense que le millepertuis a une AMM. Alors ça aussi, sulfureuse en France. En Allemagne, le millepertuis est conseillé par énormément de psychiatres, puisque c'est un antidépresseur pour les dépressions légères à modérées. En France, ce millepertuis, il agit au niveau du foie. Et donc, il a des interactions avec des médicaments. Mais on sait avec quels médicaments il interagit. Donc, il suffit de regarder que la personne en face de nous ne prenne pas ces médicaments pour pouvoir conseiller le millepertuis, qui est extraordinaire. Après, il faut dire qu'il est photosensibilisant. Donc, on ne va pas le donner à trop forte concentration au moment de l'été. Mais c'est une très, très belle plante, le millepertuis. Très, très belle. Alors, on fait une dernière huile essentielle, celle du romarin à Signol. Je dis ça pour spécial dédicace à Jean-Pierre Willem. Oui, parce que c'est celui de la maladie d'Alzheimer. Alors voilà, lui, c'est sa star. Oui, c'est sa star. Le romarin à Signol. Oui, parce qu'il y a des études là-dessus. Il y a des études qui montrent que le romarin à Signol stimule la mémoire et des études vraiment très sérieuses.
Donc, quand des étudiants passent des examens ou voilà, quand on a besoin de stimuler notre mémoire, il faut, juste en olfactothérapie, le sentant, il faut prendre du romarin acénique. Alors moi, je me dis là aussi, quand on passe des examens pour les étudiants, c'est la période, il y a un très beau duo, c'est le romarin acéniol pour stimuler la mémoire, et derrière, on prend du laurier noble, parce que le laurier noble, c'est l'huile essentielle des winners, puisque le laurier noble, on le mettait sur la tête, les feuilles de laurier étaient sur la tête de César. On retrouve baccalauréat, les baies de laurier. Ah, c'est pour ça que vous dites que c'est l'huile essentielle des Césars. J'avais pas compris. Oui, c'est des gagnants. Donc, on va avoir, grâce au romarin, au laurier noble, on va avoir vraiment confiance en soi, et on va aller passer notre examen avec l'esprit clair. On pourrait dire ça. Alors, pour vous, l'huile essentielle de romarin acéniol, c'est pour une autre pathologie, la maladie de Raynaud. Non ? Oui, aussi, on peut l'utiliser. Qui est moins connue quand même. Oui, qui est moins connue, mais en association avec d'autres huiles essentielles, pas toute seule, en fait. Oui, mais c'est pour ceux qui ont la circulation des doigts, enfin des extrémités, qui ne se fait pas. Voilà, exactement. Voilà, on a un docteur en pharmacie qui nous parle médecine naturelle. C'est le docteur Pascal Gélis-Humbert. Je rappelle que vous publiez mon grand manuel des huiles essentielles, l'aromathérapie pratique pour soigner 122 maux, aux éditions Jouvence. Vous avez quitté l'officine de la pharmacie, c'est ça ? Non, j'ai jamais travaillé en officine. Ah bon ? Vous étiez docteur en pharmacie, pourquoi alors ? Non, j'ai jamais travaillé en officine, à part pour gagner un peu de l'argent. À cause de Big Pharma ? Eh ben, ça me convenait pas. Voilà, et donc alors je suis tout de suite allée moi dans l'industrie pharmaceutique chez Arco Pharma en fait. Donc je suis tout de suite allée chez les plantes, voilà. Non, mais parce que quand j'ai réalisé que 70% des médicaments avaient une origine végétale, et moi qui étais une passionnée de nature, faune et flore, je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc dès mes études de pharma, j'ai fait en parallèle une maîtrise de substances naturelles, et donc j'ai appris ce que contenaient les plantes en fait, les molécules actives des plantes. Mais quand on parle de la puissance de l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'on exagère ? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire de la puissance. C'est-à-dire qu'ils sont partout, en fait. Oui, ils sont partout. Et que c'est un lobby très puissant qui voilà. Oui, en France, l'industrie pharmaceutique est un on l'a lobby... vu encore récemment avec certaines épidémies. Oui, est un lobby très puissant. Et qui laisse peut-être pas toujours la part à ces approches un petit peu différentes, qui peuvent être complémentaires quand on est sur des maladies lourdes. Mais moi, souvent, je dis, et d'autres avant moi, en première intention, je pense que les plantes seraient intéressantes, et notamment pour tout ce qui est maladie mentale, troubles, un petit peu comme les dépressions, on en a parlé avec le millepertuis, comme les troubles du sommeil. Je pense que les plantes seraient vraiment intéressantes, parce qu'il y a de plus en plus de psychiatres maintenant qui voient qu'en fait les médicaments du sommeil ou des troubles psycho-émotionnels ont des effets secondaires vraiment pas négligeables, et qu'il serait peut-être bon de trouver autre chose, d'autres approches. Alors je parle aussi de la méditation, de la sophrologie, d'autres approches. Oui, c'est un tout, il n'y a pas que les plantes, ni les huiles essentielles, il y a aussi... Exactement, mais je pense que la médecine du futur sera comme ça pluridisciplinaire. Intégrative, et que c'est là, je pense, qu'on réalise que on peut faire du bien, peut-être sans médicament, parce qu'un médicament, vous ouvrez la notice d'un médicament, alors oui, effectivement, il y a c'est ce que la molécule donne, mais après, on a une liste d'effets secondaires, et des fois, si on peut les éviter, c'est quand même bien. Mais pour les plantes et les huiles essentielles, il y a aussi des effets secondaires. Oui, tout à fait. Attention, c'est pas... Oui. Non, c'est pas... je dis pas que ça soit anodin, mais c'est pas systématique. Il y a certaines plantes et certaines huiles essentielles qui n'ont pas d'effets secondaires. Voilà. Et en plus, on les connaît bien. C'est ça qu'il faut un petit peu voir. Il y a certains médicaments, finalement, qu'on connaît bien moins que des plantes et des huiles essentielles. Oui, parce que vous expliquez dans votre livre comment on donne comment les tests sont faits. Et finalement, parfois, certaines autorisations de mise sur le marché sont incomplètes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette fameuse pharmacovigilance. Quand on parle de pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les médicaments qu'on a mis sur le marché, qu'on ne connaît pas à 100%, c'est toujours difficile, même si on les étudie pendant 10 ans.
Et en fait, parce qu'on est tous différents. Donc, chez certaines personnes, il va y avoir des effets secondaires qu'on n'a pas détectés chez d'autres. Et donc, la pharmacovigilance va permettre ça, de recenser tous les effets secondaires. Donc, ça prouve que quand un médicament est mis sur le marché, on ne le connaît pas à 100%. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis, quand on dit, voilà, moi, des fois, on me dit, mais t'y crois aux médicaments, aux plantes, t'y crois aux huiles essentielles. Alors déjà, je dis, c'est pas une croyance, parce que ce sont des molécules qui agissent. Les huiles essentielles et les plantes sont en fait des extraits avec des centaines de molécules. Donc, c'est une activité moléculaire, chimique. On pourrait presque parler du médicament. Et en fait, il faut réaliser que il y a, comme pour le médicament, il y a aussi un effet placebo. Ça aussi, on en parle de moins en moins, et puis ça choque. Mais l'effet placebo, pour toutes les molécules, il rentre, des fois on dit, à plus de 50%. Non, mais et encore, quand vous dites plus de 50%, vous êtes gentil. Voilà, je suis gentille. Vous êtes gentil. Voilà, donc ça, il faut en tenir compte. Donc, Mais ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a la croyance qu'un traitement fonctionne, ça va fonctionner ? C'est oui, ça Oui. Et ce qui marche aussi, c'est l'intention du médecin. C'est-à-dire que plus le médecin va s'intéresser, va passer du temps avec son patient, plus le produit qu'il va conseiller va avoir de l'effet. Et ça, c'est garanti. Les études le montrent. Il semblerait que ce soit Ibn Sina, alias Avicenne, qui le premier fabrique en l'an 1000 le premier alambic. Oui, c'est le premier à avoir réalisé une huile essentielle. Le vrai nom de les Égyptiens n'avaient pas cette science-là ? Si, mais eux, ils utilisaient des plantes aromatiques sous forme d'onguents, sous forme... pas en faisant une distillation. Voilà, ils n'avaient pas utilisé la distillation. Mais si, bien sûr, parce qu'ils embaumaient leur oui, c'est pour ça que avec des plantes mais aromatiques. Mais ils n'avaient pas l'alambic. Mais ils n'avaient pas l'alambic. Donc, ils n'avaient pas l'extrait huile essentielle. Ouais. C'était quoi sa première huile essentielle ? C'était une huile essentielle de rose. Qui reste une huile essentielle très chère de nos jours. Santifolia. Il faut attendre le XVIe siècle pour que Paracelse, médecin et philosophe suisse considéré comme l'un des pères de la toxicologie, commence à vouloir expliquer scientifiquement le pouvoir des plantes. Il s'appuie sur une très controversée découverte, la théorie des signatures. Moi, j'adore ça. C'était quoi la théorie des signatures ? La théorie des signatures, c'est en fait le meilleur exemple, c'est la noix. C'est-à-dire qu'il voyait une plante, il disait ça ressemble à un organe, c'est qu'elle est bonne pour cet organe. Et regardez la noix, elle ressemble à quoi ? Un cerveau. Et la noix est riche en oméga 3, qui sont très très bons pour le cerveau. Donc c'était cette... ça marche pour les tomates, l'avocat, enfin plein de choses. Et pour les plantes, le sol, par exemple, le sol, il pousse, et la reine des prés aussi pousse dans des endroits un petit peu humides. Et donc, elle est bonne pour les rhumatismes parce qu'elle contient des dérivés salicylés. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Alors, pas toutes, il ne faut pas dire que toutes les plantes à chaque fois, mais il y en a pas mal finalement. C'est assez amusant. À part les noix, vous voyez quoi, vous ? Je vous dis le sol est la reine des prés avec ses endroits humides. Qu'est-ce que je verrais alors l'anémone hépatique, par contre, non, parce que hépatique, on disait qu'elle ressemblait à un foie. Un foie, oui. Et non. Alors non, elle est toxique, voilà, donc une contre-vérité par rapport à la théorie des signatures. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est lui qui disait, c'est la dose qui fait le poison, c'est ça ? Ça a été Hippocrate, le premier qui a dit la dose fait le poison. Alors là, on est vraiment dans la phyto et dans l'aroma. Vraiment. Ah oui, pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que, comme je vous dis, on va utiliser des plantes et des huiles essentielles qui ont une légère toxicité. Moi, je pense en plantes avec celles qui vont contenir des alcaloïdes, elles vont pouvoir être un peu toxiques. Et en aroma, les huiles essentielles qui vont contenir des cétones, on va les utiliser parce qu'elles vont être très efficaces, mais on va diminuer la dose pour justement qu'elles ne deviennent pas toxiques pour le corps. Et ça, c'est ce qui est passionnant, c'est qu'à chaque fois, on va adapter par rapport aux patients qu'on a devant soi. Au début du XVIIe, durant une terrible épidémie de peste, 4 voleurs détroussent les cadavres sans être contaminés. Et donc, ils s'étaient enduits de quoi ? Du vinaigre des 4 voleurs. C'est ce qui est resté dans l'histoire comme le vinaigre des 4 voleurs. Vous l'avez déjà senti, ce vinaigre ? Non. Et non.
On a perdu cette... Ça a été longtemps la pharmacopée, qui est la Bible des pharmaciens, et elle a disparu. Et en fait, quand on regarde la composition, il y a quand même énormément de plantes dans ce vinaigre des 4 voleurs, mais il y a beaucoup de plantes aromatiques, et on sait que les plantes aromatiques, elles sont quand même antimicrobiennes. Donc, quand on entend ce vinaigre des 4 voleurs, c'est pas étonnant qu'il ait pu les protéger. Alors, vous citez ceux qui ont remis, en tout cas, toute cette science au goût du jour. On parlait tout à l'heure de René Maurice Gattefossé, Jean Valnet, oui. Souvent cité par Jean-Pierre Willem, qui lui aurait confié son carnet sur lequel il notait ses formules. Ses formules. Ouais, Jean Valnet. Et puis Pierre Francôme. Qui est vivant. Ah oui, que j'ai eu la chance d'interviewer. Ah, ça, c'est une grande chance. Ah oui. Oui. C'était il y a 7 ans. Lui, il va dans le monde entier, par contre. Il se balade. Et lui, c'est vrai que toutes ces personnes ont permis de rendre l'aromathérapie plus scientifique. Voilà, en analysant les huiles essentielles et en déterminant leur composition chimique. Voilà, comme je le dis, on ne peut pas faire de phytothérapie, d'aromathérapie sans connaître la chimie. Même si ça fait peur, c'est ça. La base, c'est la chimie. Alors ça, c'est une partie de votre livre un petit peu plus ardue, mais chaque plante a un profil chimique qu'il faut connaître. Alors, pas tout, parce que des fois, il y a plus de 100 molécules, mais au moins connaître les 3-4 premières molécules et les familles de ces molécules, parce que grâce à ça, ce qui est important, c'est qu'on va connaître les propriétés grâce à la composition moléculaire et la toxicité. Voilà. Alors, vous expliquez que les molécules aromatiques ont été regroupées en 14 grandes familles ou classes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, 14, mais encore faut-il les connaître. Oui, alors 13, on peut regrouper à 13. Pourquoi il y en a une qu'on a zappée? Non, il y en a une finalement qu'on voit très très peu. Donc 13 familles, c'est déjà pas mal et il faut bien les connaître. Oui. Et chaque famille a ses propres propriétés thérapeutiques. C'est quoi les grandes familles à peu près? Ça a des mots très barbares. Oui, on va parler des aldéhydes. Alors aldéhydes, il y a les aldéhydes aromatiques, les aldéhydes terpéniques. On va parler des phénols, on va parler des monoterpènes, des monoterpénols, des sesquiterpènes, des sesquiterpénols. Voilà, il y en a 13. Et alors je dis les infirmiers parce que je leur ai donné un petit peu aussi toujours, moi j'essaie de soulager la mémoire parce qu'elle est très sollicitée quand on apprend les plantes et les huiles essentielles, et donc j'ai mis un petit peu des qualificatifs pour décrire ces fameuses familles chimiques. Et les esters, ce sont ce qu'on appelle pour moi les infirmiers. C'est que ils vont presque tout faire, ils sont calmants, sédatifs, certains sont même antidépressifs. Ils vont être anti-inflammatoires, antalgiques, myorelaxants, antispasmodiques, et sans effet secondaire pour la plupart d'entre eux. Donc, quand on voit qu'une huile essentielle est très riche en esters, comme la lavande, comme le petit grain bigarade, comme la camomille noble, on est déjà rassuré parce qu'on n'a pas d'effet secondaire. Voilà, donc il faut s'entraîner finalement avec ces huiles essentielles. Alors, vous avez donc regroupé 61 huiles essentielles, 122 mots, ça tombe bien, ça fait x2. Alors par exemple, c'est par famille. Alors, les coups de soleil, puisqu'on arrive le moment où il fait beau. Oui. Ouais. Les coups de soleil, alors ce sera les deux lavandes finalement. Là aussi, un grand duo des coups de soleil va être la lavande aspic et la lavande officinale. Vous parliez tout à l'heure des méduses. Ça, ce sont vraiment des maux de l'été. Mais les méduses, mais pas que, les moustiques. Oui. Déjà, il faut essayer de s'en protéger de manière mécanique, où il y a des huiles essentielles qui... c'est l'odeur citronnée, normalement. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que l'huile essentielle de citron est efficace contre... Ah non, alors pas citron. Citronné, c'est qu'elle contienne des aldéhydes terpéniques. En fait, c'est cette odeur citronnée. On va avoir l'eucalyptus citronné, on va avoir les citronnelles, le géranium rosa, qui ont cette odeur citronnée, donc à aldéhyde terpénique, mais pas le citron. Et le citron, l'essence de citron, qui a d'autres vertus. Et donc, on va les empêcher déjà de venir et après soulager la piqûre avec de l'huile essentielle de lavande aspic. Et pour ceux qui prendront la route et qui ont le mal des transports? Ah oui, là, il y en a pas mal. L'essence de citron, l'huile essentielle de menthe poivrée aussi, le gingembre aussi. Non, il y en a pas mal sur les maux
les antiémétiques, on dit anti-nausées. Bon, alors la suite est dans votre livre. Vous avez donc répertorié 122 mots du quotidien et bénin. Oui. Attention, oui. C'est important de le dire. C'est très important de le dire. Vous soignez pas les grandes maladies avec les huiles essentielles. Non, je ne serai pas sur des maladies comme le cancer. Alors, toutefois, en complément d'un traitement anticancéreux, on peut utiliser les plantes et les huiles essentielles. Il faut en parler avec l'oncologue, vraiment travailler en association. Mais effectivement, on peut le faire. Voilà, il y a toutes les huiles, pas les huiles essentielles, mais les plantes du foie vont être très intéressantes en cas de chimiothérapie, par exemple. C'est quoi les plantes du foie ? Les plantes du foie, on va avoir le chardon-marie qui est régénérante hépatique, on va avoir le romarin, le desmodium, ces plantes qui sont régénérantes hépatiques, protectrices hépatiques, parce que les chimiothérapies, ce sont quand même des molécules très puissantes et qui vont un petit peu abîmer notre foie. Plus d'informations dans votre livre, Mon grand manuel des huiles essentielles, l'aromathérapie pratique pour soigner 122 maux chez Jouvence. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé naturelle sur Beurre FM.